et les interactions entre humains et cétacés. Donc quand on parle de recherche académique, on a souvent en tête une tour d'ivoire dans laquelle on a des scientifiques qui descendraient de temps en temps pour dispenser leurs connaissances à la plaine. Alors je vais vous rassurer tout de suite, je ne travaille pas dans une tour d'ivoire, je travaille dans ce bâtiment, là, cette espèce de truc un peu vieillot, qui a une cinquantaine d'années maintenant, et dans laquelle on a entassé un peu plus de 300 personnes qui viennent un peu d'horizons divers et variés, donc du CNRS, des universités, et puis d'autres instituts de recherche. Voilà. Quand on parle de recherche académique et de science, on a aussi en tête, j'ai vu le petit mot qu'avait utilisé Hélène pour les académiques, un savant fou ou une savante fou qui ferait des expériences dont l'issue serait incertaine dans ce laboratoire. Et ben, là aussi, je vais essayer de vous rassurer. Je me suis amusé il y a quelques jours à faire une recherche dans la Provence avec comme mot-clé CNRS, comme seul mot-clé CNRS, sur le dernier mois des articles qui sont parus dans le journal. Et en fait, il y en a 22 qui sont sortis, j'en ai sélectionné 3 pour vous montrer que en fait, les scientifiques ont un peu plus les pieds sur terre qu'on pourrait l'imaginer. Donc, pour commencer, celui de gauche, ici, là, sur Rana, la tortue miraculée retrouvée au large par des scientifiques et des ONG, et qui a été soignée puis relâchée, et équipée ici, afin de pouvoir suivre ses déplacements et ainsi mieux comprendre son écologie et les interactions avec les activités humaines. Donc ça, c'est plutôt de l'écologie scientifique, académique, recherche, mais aussi appliquée, évidemment. Et il y a cet article ici qui est très intéressant sur des scientifiques d'un labo de Marseille qui ont rejeté une invention, une partie de leur recherche sur l'imagerie 3D à la destination de musées, donc des scientifiques qui sont impliqués dans la recherche privée et qui en font bon usage, on va dire, et puis des scientifiques qui sont aussi impliqués dans la formation, dans l'éducation, avec des liens avec des lycées, où là, ils se sont, donc c'est dans la Manche, hein, ça vous éloigne un peu, mais et qui se sont intéressés aux abeilles, aux pollinisateurs au sens large, et qui ont fait cette fleur connectée pour mieux connaître les abeilles, en lien avec les lycées. Donc des scientifiques qui sont aussi au contact de la société, donc pas dans leur tour d'ivoire au fin des expériences. Voilà, j'espère que je vous ai rassuré avec ça. Alors, en ce qui nous concerne au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, on travaille beaucoup en dynamique des populations. Donc c'est une discipline qui s'intéresse aux variations d'effectifs dans le temps et dans l'espace. Donc en gros, qu'est-ce qu'on regarde? On va essayer de se poser des questions sur des effectifs humains et donnés qui augmenteraient au bénéfice de la reproduction ou de l'immigration de nouveaux individus dans la population qui nous intéresse, c'est l'actualité, mais qui aussi diminuerait dû à la mortalité ou l'émigration. Donc ça c'est un peu le contexte. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Pour se poser des tas de questions, en particulier en sciences de la conservation, donc j'en ai listé quelques-unes ici. Pourquoi les populations animales et végétales déclinent-elles? Quel est l'effet du réchauffement climatique? On en parle beaucoup sur ces espèces. Qu'en est-il de l'urbanisation? C'est un thème qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Quelles mesures proposer pour enrayer ce déclin? Et quelle est l'efficacité de ces mesures? Évidemment, on a envie de savoir si ce qu'on met en place a un effet et quel effet. Donc c'est un peu le genre de questions auxquelles on s'intéresse, et beaucoup d'autres. Alors pour illustrer un peu mon propos, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'exemple qu'a mentionné Hélène, le programme GDGEM, Grand Dauphin Études et Gestion en Méditerranée, pardon, je suis allé un peu vite, qui a été imaginé et coordonné par le GIS3M et tous ses partenaires, dont vous avez la liste exhaustive, je pense, ici. Voilà. Et donc, un des objectifs de ce projet, il y en avait tout un tas, un des objectifs c'était de répondre à une question qui peut paraître très simple, c'est combien de grands dauphins on a en Méditerranée française. Donc la zone d'étude qui a été considérée, c'est le golfe du Liban, Provence et Corse, qui a été découpé en morceaux qui correspondaient au terrain de jeu, entre guillemets, des structures locales qui étaient impliquées dans le projet. Et alors pourquoi c'est difficile? Parce que c'est assez compliqué sur le terrain de faire la différence entre ce qu'on voit, donc là j'ai pris un exemple sous qui est assez rare, mais bon, bref, ce qu'on voit de ce qui est effectivement là, ce qui est effectivement sur le terrain. C'est ce qu'on appelle un problème, c'est ce qu'on nomme souvent, pour faire un peu du jargon, le problème de détection imparfaite. C'est-à-dire que ce que vous voyez, ça peut être sur terre, ça peut être en mer, ça peut être sur l'eau ou sous l'eau, en fait c'est pas exactement ce qui est
la réalité en fait. Vous en ratez des individus pour des tas de raisons. Vos compétences en tant qu'observateur, les aléas de la météo, j'en sais rien, le comportement des individus. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire que vous ratez certains individus en essayant de les compter. Et évidemment, on a plutôt envie de connaître la réalité plutôt que ce qu'on voit. Et donc pour gérer ça, les scientifiques ont développé tout un tas de méthodes. Ça a commencé, en fait, les premières mentions de ces méthodes que Hélène a mentionnées, capture et capture, c'est du XVIIe siècle. Mais bon, bref, je m'éteins. Bon, bref. Ici donc, ce qu'on va prendre, je vais vous montrer un exemple très simple, comment ça marche. Et évidemment, il y a plein d'extensions à ces modèles-là, mais voilà. Donc on a une population qu'on cherche à dénombrer. On ne peut pas les compter un par un, c'est impossible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on a une population d'effectifs en tête, on essaie d'approcher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier échantillon. On va prendre un échantillon de taille d'effectifs petite n. Donc c'est les disques jaunes. Et puis ces individus qu'on a capturés, on va les marquer. C'est ce que j'ai écrit, oui, marquer les individus de ces capturés. Alors comment on va les marquer? On en a un peu parlé, il y a eu la photo-identification, donc je vais vous faire juste faire un peu d'arrêt de ce qui existe. Il y a des méthodes qu'on appelle usuelles, assez standards, qui existent depuis très longtemps. On va marquer physiquement les individus, donc par exemple des boucles d'oreilles sur des moutons, des bagues sur des oiseaux, ici cette mouette qui est baguée ici en couleur, des méthodes un peu plus intrusives, invasives, avec des transpondeurs qui sont glissés en sous-cutané ici sur cette grosse espèce de saumon. Des méthodes moins invasives, donc par exemple, le loup en France, il est suivi, on travaille beaucoup via les FSS qui viennent sur le terrain, et donc on fait de la génétique là-dessus pour identifier les individus de manière spécifique. Donc pareil sur l'ours, on met des fils barbelés autour des arbres qu'ils utilisent pour marquer leur territoire, et avec ça on récupère des poils qu'on peut passer dans la génétique pour avoir leur identité. Et alors sur la photo, la génétique mais aussi la photo, donc nous on travaille beaucoup aussi sur les grands prédateurs, sur le lynx en particulier, où on a des patrons spécifiques sur les fourrures aussi qui permettent d'identifier les individus un à un. Et c'est pareil sur les cétacés avec la photo-identification. Donc vous les marquez, ces individus que vous avez capturés une première fois, et vous les relâchez. Et puis vous faites un deuxième échantillonnage, c'est-à-dire que vous allez reprendre encore des individus là-dedans, disons petit N2. Alors parmi ces petits N2 individus, il y en a certains qui sont déjà marqués, que vous avez marqués à l'occasion d'avant. Et ils vont être très précieux pour quoi faire? Pour en fait essayer de... Alors ils sont déjà marqués, pardon. Comment on s'en rend compte? On a une photo en 91 ici, alors c'est pas une grande de fin, c'est un ruisseau, mais... Voilà, il est marqué en 91, et puis en 2013, on fait une photo de notre individu qu'on pense être notre individu, mais en fait, par comparaison, on trouve que c'est bien le même individu, la correspondance, donc il a survécu plus d'une dizaine d'années. Ouais, elle a survécu plus d'une dizaine d'années. Donc, vous en relâchez, ils sont déjà marqués, certains sont déjà marqués, enfin, pour vous en reprendre, ils sont déjà marqués, ça va nous aider à estimer ce qu'on appelle une probabilité de détection, de détecter les individus. Alors, c'est la seule formule qu'il y aura dans mon exposé. Simplement, c'est la proportion d'individus qui sont déjà marqués dans l'échantillon que vous prenez au deuxième temps. D'accord? Et ça vous permet d'estimer une probabilité de détection. Alors, pourquoi c'est important? Je sais, c'est ennuyeux, mais il faut un chat, vous avez exposé tout le temps, donc voilà mon chat. Dans les études académiques, je ne sais pas pour les études. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on va utiliser cette probabilité de détecter un individu, de les rater ou de les détecter, on peut le voir un peu en miroir, pour corriger ce que je compte sur le terrain, ici les 5 individus, je vais corriger ça en me disant, ben voilà ce que j'ai compté, je vais le corriger par la probabilité de détection, imaginons que j'en rate 1 sur 2 en fait. J'ai réussi à estimer qu'en fait j'en ratais 1 sur 2. Ben, j'en ai vu 5. Si je corrige par un demi, en fait, il y en a 10 sur le terrain. La vérité, c'est qu'il y en a 10. Voilà. Et donc, cette méthode, on l'a appliquée sur le grand dauphin méditerranéen, dans le cadre du programme GDGM. Donc, la zone d'étude, je l'ai dit, l'Opinion de Provence-Corse. L'effort est énorme. L'effort qui a été fourni par les structures locales qui sont impliquées dans le projet était énorme. Plus de 20 000 km. C'est un aller-retour entre Marseille et Ushuaïa. J'ai regardé, ça fera plaisir à notre ministre en charge de l'environnement. Voilà. Et donc les effectifs, on a un peu plus de 600 individus dans le Gobillon, quelques 100 individus en Provence et autour de 150 individus en Corse. Voilà. Alors pourquoi c'est important d'avoir ces effectifs-là? Vous attachez pas à la virgule près, on s'en fiche. Je donne des ordres de grandeur. Pourquoi c'est important? Alors d'abord, je voulais simplement réinsister sur le fait que
c'est un énorme travail qu'on fournit les structures locales, sur plusieurs années, plusieurs saisons, c'est un truc assez incroyable. Et ces effectifs, en fait, sont évidemment de l'information assez précieuse pour faire de la gestion, par exemple, des aires marines protégées. Et des échantillonnage, voilà. Alors, juste pour finir, vous avez arrêté les 10 minutes, c'est ça? On ne peut plus continuer. Donc, juste pour résumer, le point que je voulais souligner, sur lequel je voulais insister pour finir, c'est qu'en fait, la recherche qu'on fait, en particulier sur les cétacés, elle est intrinsèquement interdisciplinaire. Donc, vous l'avez vu un peu, là, j'ai mis une formule, donc il y a un lien entre conservation vis-à-vis des populations et mathématiques. Alors, intrinsèquement interdisciplinaire, parce qu'on met aussi les sciences sociales, en plus des mathématiques et de l'écologie, de plus en plus les sciences sociales participent à la recherche sur les cétacés et les interactions avec les humains, évidemment, dans plein de thèmes de la journée. Et donc, par exemple, dans le programme GDGM, il y a des observations qui ont été faites d'interactions, on va dire, positives dans ce cas-là, où des grands dauphins suivent des chaluts pour avoir une indication des ressources. Et donc ça nous a poussé à déposer un nouveau projet où on va étudier les interactions entre humains et cétacés. Et ce projet s'appelle Interact, pour des scénarios pour une coexistence durable entre l'activité humaine et grands dauphins sur le littoral méditerranéen français, qui est financé par la Fondation de France. Donc il faudra revenir dans, je sais pas, 2-3 ans pour avoir d'autres informations là-dessus. Voilà, merci beaucoup.